Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter ces petites réflexions portant sur droits des populations et des communautés locales sur la terre en milieu rural, car des zones rurales en République démocratique du Congo. Moi, c'est Martin Kassongo. Je suis doctorant à l'Université de Séville. Hormis les buts, la méthodologie, nous avons présenté également notre discussion qui porte sur 2 points: le droit des communautés locales sur la terre et les menaces susceptibles à la sécurité alimentaire due à la gestion de la terre. Enfin, on a fini par les résultats et la conclusion. Avant tout, on a senti la nécessité de définir les concepts de base. Notons qu'en République démocratique du Congo, l'accès et l'exploitation des terres dans les zones rurales sont confrontés à des sérieux défis en raison du système de gouvernance traditionnel dirigé par les chefs coutumiers. Ce modèle basé sur la coutume établit que la terre appartient aux chefs de tribu qui exercent un contrôle absolu sur son utilisation. Le manque de clarté sur le droit de propriété a limité le développement agricole et économique dans les régions fertiles, aggravant la pauvreté et restreignant l'accès aux investissements. En RDC, le travail donc analyse comment le système foncier traditionnel affecte la production agricole, décourage des investissements extérieurs et perpétue l'insécurité alimentaire dans notre pays. En outre, il vise à proposer une approche permettant d'équilibrer le respect des traditions locales et la nécessité d'un développement économique durable. Alors, les populations locales et les communautés autochtones sont susceptibles d'avoir des droits sur la terre. Cependant, la porosité des limites entre le pouvoir étatique et celui traditionnel menace la sécurité alimentaire et l'attrait aux investissements agricoles et économiques. Alors, quels sont les possibles droits que pourraient avoir les communautés locales sur la terre? Une communauté locale, d'abord, est définie par le dictionnaire français comme un groupe de personnes en interaction vivant dans un lieu commun. Le terme est souvent utilisé pour désigner un groupe organisé autour de valeurs communes et auxquelles on attribue une cohésion sociale au sein d'un lieu géographique partagé, généralement dans des unités sociales plus grandes qu'un foyer. La population, quant à elle, peut être entendue comme l'ensemble des personnes qui habitent un espace, une terre. La population locale, elle, est l'ensemble des habitants d'une localité ou d'une région donnée. En droit, lorsqu'on parle de la population, on la définit comme l'ensemble des membres d'une société politiquement organisée par l'État. Elle comprend les nationaux et les étrangers, mais également des personnes en situation intermédiaire ou des apatrides. C'est d'ailleurs l'un des éléments essentiels constitutifs d'un État. Ainsi compris, la population d'une manière générale, et celle locale en particulier, dispose des droits. Mais qu'est-ce que le droit? Le droit est souvent défini par tous les ouvrages d'introduction générale au droit de 2 manières. Au sens objectif, il peut être entendu comme l'ensemble des règles édictées par l'autorité publique et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique. Au sens subjectif, c'est l'ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu'il soit personne physique ou morale.
Ainsi, les droits subjectifs découlent du droit objectif. Et donc, il est protégé par les droits objectifs. Ils sont opposables aux tiers et leur respect ou leur reconnaissance peut être proclamée en justice. Dans ce sens, la terre peut être alors entendue comme l'élément solide qui supporte les êtres humains et où poussent les végétaux. C'est une surface sur laquelle les humains, les animaux se tiennent et marchent. En effet, les populations autochtones ainsi que les communautés locales possèdent des droits sur la terre, notamment des droits fondamentaux et des droits procéduraux. Concernant les droits fondamentaux des communautés locales, nous disons que parmi les droits fondamentaux reconnus aux populations autochtones, garantis tant par les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a ratifié que nationaux, nous pouvons citer de manière non exhaustive le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité personnelle, à la santé, à un niveau de vie adéquat, le droit à l'éducation, au développement, à un environnement sain, à l'accès aux ressources naturelles et aux bénéfices, au consentement libre, informé et préalable, à l'autodétermination, à la présentation, à l'exercice des coutumes, bref, tous les droits civiques, politiques et collectifs reconnus à tout être humain, quelle que soit sa race, sa peau ou ses opinions, sont également valables pour cette catégorie. La proclamation de ces droits sous-entend que la population riveraine n'est pas ignorée ou marginalisée. D'ailleurs, la plupart des projets exécutés dans les milieux ruraux, qu'ils soient appuyés par le gouvernement, des partenaires financiers externes et internes, tiennent compte des prérogatives ou des droits de pouvoir de la communauté locale. Elle est souvent associée pour leur pérennisation et appropriation. Les chefs de localité et collectivités sont à ce stade des intermédiaires importants qui mobilisent la base pour une collaboration réussie, d'où leur information en cas de litige. Des droits procéduraux des autochtones. En plus des droits fondamentaux, il y a aussi des droits procéduraux reconnus aux communautés locales. Entre autres, nous citons la participation à la prise de décision, l'acquisition d'informations, la notification des décisions et autres actes de justice. Les chefs coutumiers jouent également un rôle considérable à ce niveau parce qu'ils sont des personnes les plus importantes dans la cité. Ils tranchent les litiges, ils conseillent et concilient les parties en conflit, ils reçoivent les prémices tant des fruits, des animaux que de la chasse et de la terre. Ils constituent donc une source d'inspiration et une référence à l'autorité. Les menaces susceptibles à la sécurité alimentaire dues à la gestion de la terre. Même si la législation en vigueur prévoit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, les chefs coutumiers agissent comme des gardiens de la terre, leur donnant un pouvoir considérable pour décider de qui peut l'exploiter et dans quelles conditions. Bien que ce système ait des racines historiques visant à protéger les ressources communautaires, il a conduit à des pratiques qui entravent le développement. Les zones agricoles fertiles idéales pour la culture de produits de première nécessité tels que le manioc, le maïs, aliments de base de la région, l'arachide, l'huile de palme, restent inexploitées en raison de l'incertitude juridique et des conflits de propriété qui vont jusqu'à la guerre interethnique. Les paysans et les petits agriculteurs doivent aussi pas payer les frais d'utilisation aux chefs coutumiers, au moins
obtenir leur quitus, leur autorisation préalable pour l'exploitation, ce qui limite ainsi leur capacité à produire à grande échelle. De plus, cette situation décourage les investisseurs extérieurs qui considèrent comme risqués les projets dans les régions où ils ne peuvent pas garantir la propriété foncière ou le retour des investissements à cause de l'incertitude du lendemain. D'ailleurs, certains projets appuyés financièrement par les institutions comme la Banque mondiale obligent aux États emprunteurs de tenir compte des droits des populations autochtones. Dans ce sens, la responsabilité sociale des entreprises se concrétise dans les zones rurales avec l'obligation de plus en plus insérée dans les cahiers de charges, invitant ces dernières à faire des gestes tendant à indemniser des populations riveraines directement impactées par les projets d'exploitation minière. C'est ainsi qu'une obligation est souvent faite à ces sociétés de poser des actes ou des gestes pour compenser les méfaits de l'exploitation. Concrètement, il peut s'agir de la construction d'une route, d'une école, d'un hôpital ou d'un centre de santé ou d'un marché public. Les peuples autochtones sont souvent des peuples minoritaires au sein de certaines régions, mais qui se distinguent du reste de la population en raison du maintien historique de leur mode spécifique de production ou d'accès aux ressources naturelles. Et donc, les villes étant très souvent surpeuplées et saturées, les grands espaces permettant la culture des produits agricoles sont disponibles dans les zones rurales. Dans ces milieux coexiste alors le système traditionnel avec le pouvoir prépondérant du chef coutumier et le système légal qui s'acclimate dans les villes et capitales du pays où l'on reconnaît à l'État ses prérogatives régaliennes, entre autres la gestion de la terre. Ainsi, le conflit entre le système traditionnel et les lois sur la propriété de l'État exacerbent ainsi l'incertitude, bien que le gouvernement ait tenté d'introduire des réformes pour réglementer la propriété foncière avec la loi de juillet 73 portant régime général des biens fonciers immobiliers. Ces initiatives se sont heurtées à la résistance des dirigeants locaux qui voient leurs privilèges menacés. Pourtant, dans un pays en proie à l'insécurité alimentaire, l'accès aux terres dans les milieux ruraux devrait être facilité pour encourager la production agricole qui reste une réponse efficace à ces fléaux. Donc en RDC, il y a 3 tribus situées dans la province de Kasaï oriental, les Benachimba, Benakapuya et Benamwembia, qui s'entretuent pour les portions de terre qu'elles croient héritées de leurs ancêtres et surtout pour les potentialités telles que la roche de ciment capable d'alimenter la grande cimenterie de la région et d'autres minerais censés apporter le développement. Ces conflits de terre à la base ont été alimentés alors pendant longtemps par certains politiciens qui tiraient des ficelles dans le noir pour se maintenir au pouvoir ou rester le plus longtemps possible à la mangeoire. À cause des guerres civiles nées du fait de la dispute des terres, il y a plusieurs cases incendiées, des pertes de vie en vies humaines, des déplacements de certains habitants vers d'autres agglomérations et la baisse même des activités agricoles par ceux qui ont survécu. Cela a pour conséquence la flambée des prix des produits de première nécessité obtenus à moindre coût avant. Des peurs de trouver la mort par les occupants d'une localité protagoniste. Les rares produits cultivés ne peuvent plus facilement arriver en ville par manque de moyens de transport parce que les chauffeurs et les transporteurs craignent également d'être lynchés et la mort. Le déploiement de forces de l'ordre n'a pas suffi pour donner confiance à la population de s'adonner de nouveau à l'agriculture ainsi qu'aux investisseurs nationaux et étrangers de s'intéresser à ces zones en conflit. La société civile n'a pas manqué d'initier des dialogues avec les parties prenantes pour le retour de la paix, mais une solution durable et définitive n'est pas encore trouvée. Les efforts sont toujours conjugués à ces sujets. Et donc, la mauvaise gestion de la terre peut être à la base de l'insécurité alimentaire, surtout lorsqu'il est laissé au bon soin des chefs coutumiers qui, pour la plupart, privilégient leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire par là. Nous nous soumettons à vos questions et suggestions
pour améliorer notre texte. Merci beaucoup pour votre attention.